Gyuwa était autrefois un romantique qui rêvait de rencontrer sa moitié destinée. Mais ses rêves d'un alpha idéaliste se sont heurtés de plein fouet à la réalité. Aujourd'hui, sa vie est bien moins glamour, travaille de l'aube à la nuit dans une construction, utilisant sa force uniquement pour que quelques vieux l'applaudissent alors qu'il s'effondre sous le poids des pièces. Le problème, c'est que son salaire peine à couvrir ses études et le jeune homme est désespéré, sans même pouvoir payer son loyer. Juste là apparaît Jésus, un connaissant avec de l'argent. Il lui propose un service assez suspect, travailler comme valet à une fête d'élite. 100 000 wons l'heure, un montant si ridicule que Gyuwa ne peut pas refuser, alors il tente sa chance. Et cette même nuit, il se retrouve devant un immeuble de luxe, où il semble que la soirée va commencer. Gyuwa arrive à l'hôtel Sean, et bien que l'endroit lui inspire 1000 ans d'anxiété, il se persuade que pour cet argent, il peut supporter n'importe quoi. Dès qu'il est en service, il réalise que l'atmosphère est lourde de gens pesants et de phéromones qui l'agacent fortement. Une héritière milliardaire lui saute dessus pour l'inviter à boire quelque chose, mais il l'arrête net, car son priorité est de protéger son travail. Soudain, l'odeur de la fille lui inspire un rejet total et il doit courir jusqu'à la salle de bain pour ne pas vomir sur place. Jaesu le voit passer sans s'arrêter et profite de l'occasion pour le ridiculiser devant ses amis, faisant clairement comprendre qu'il considère Gyuwa comme un alpha brisé accomplissant les tâches sales. Seul dans les couloirs, le garçon se sent mourir de nausées et de vertiges, mais il s'oblige à tenir bon parce qu'il a désespérément besoin de cet argent. Gyuwa arrive à peine à la salle de bain pour s'effondrer dans une cabine, se sentant mourir à cause des nausées et de la chaleur. Il s'en moque désormais du travail. Il veut juste trouver un médicament pour arrêter le désastre qu'il ressent dans son corps. Tandis qu'il tente de se reprendre, il entend d'autres invités dire que l'héritier du groupe Sean est à la fête et panique totalement. Rencontrer cet homme serait un énorme problème, alors il décide d'abandonner la mission et de fuir avant qu'on ne le voie. Peu lui importe perdre l'argent. Mais le timing est terrible, et en tentant de sortir, se retrouve face à Han Haesu, un autre fantôme de son passé qui le reconnaît instantanément. Le rendez-vous est gênant à mort parce que Gyuwa est rouge et tremblant. La dernière chose que tu veux quand tu essaies de passer inaperçu. Haesu l'analyse et lui lance une bombe. Il lui demande s'il est en colère. Gyuwa s'indigne parce qu'il est censé être un alpha, mais en réalité, ses jambes ne le soutiennent plus et son corps le trahit devant le témoin le plus inapproprié possible. Haesu l'avertit que ses phéromones commencent déjà à être trop fortes et qu'il a besoin de suppresseurs. Mais Gyuwa entre en négation totale en criant qu'il est un alpha. C'est une situation très tendue, car malgré ses cris, son corps ne lui obéit pas, et il finit par s'effondrer sur le sol de la salle de bain. Les choses deviennent lourdes quand Haesu commence à transpirer et à perdre aussi le contrôle. L'odeur de Gyuwa est si forte qu'elle l'affecte profondément. Avant qu'une personne n'entre et que le désastre devienne public, Haesu décide de l'emmener directement dans sa chambre privée pour le cacher. Pendant que Gyuwa s'effondre sur le lit, se demandant si sa biologie a vraiment changé, Haesu fouille désespérément dans la trousse de secours. Il sait qu'attendre là et jouer avec le feu, vu la façon dont ils réagissent tous les deux. Alors, il veut juste lui donner le médicament et disparaître pour éviter un problème plus grave. En fin de compte, Haesu lui révèle la vérité sans anesthésie et lui tend une pilule, un suppresseur pour les omégas en chaleur. Gyuwa reste sous le choc, car c'est la preuve finale que sa nature vient de basculer de façon irréversible. Gyuwa passe en mode négation totale et repoussa les suppresseurs d'un geste brusque. Accepter cette pilule, c'est admettre qu'il n'est plus un alpha, et son orgueil est si blessé qu'il préfère souffrir de la chaleur plutôt que d'accepter l'aide d'Haesu. La paranoïa lui monte à la tête et il commence à accuser Haesu d'avoir tout prévu ou d'utiliser des phéromones pour le manipuler. C'est le mécanisme de défense classique pour ne pas affronter le fait que sa biologie a simplement changé et qu'il a perdu tout contrôle. L'atmosphère devient extrêmement tendue quand Haesu lui rappelle qu'il était lui-même qui disparut il y a des années sans rien dire. Gyuwa ne peut rien faire contre cette réclamation du passé et, se sentant acculé, tente de fuir la pièce avant que la situation ne dégénère. Mais Haesu l'arrête net et lance un avertissement qui change complètement l'atmosphère. Il lui explique qu'il n'a pas encore utilisé ses phéromones d'alpha si c'était le cas. Gyuwa ne pourrait même plus rester debout, et il commence à réduire la distance avec une aura bien plus dominante.
Haezu décide d'agir sérieusement et utilise sa présence pour étouffer Gyuhwa, qui ne peut plus respirer tant l'intensité des phéromones est forte. Le garçon est hors de combat, se rendant totalement à sa nouvelle biologie d'Oméga face à la domination de l'autre. À la fête, l'atmosphère est tendue parce que Haesu a disparu, et son père, furieux de ne pas pouvoir le joindre au téléphone, décide qu'ils ne peuvent plus attendre. Un timing terriblement mal choisi, donc il fait appeler son deuxième fils afin qu'il prenne la place de son frère sur scène. Jeong-woo profite de l'occasion pour se présenter à tous comme le PDG de la pharmacie, alimentant ainsi les rumeurs selon lesquelles il est le véritable héritier. Il semble très sûr de lui, mais son vieux lui fait clairement comprendre d'un geste qu'il est sous surveillance et qu'il n'a pas le droit d'erreur. Jeong-woo s'empareille du micro avec une confiance enviable, mais soudain, il lance une bombe, il ne cédera pas le contrôle sans d'abord rivaliser à armes égales avec son frère aîné. Le vieil homme faillit avoir une crise cardiaque sur le champ en voyant son fils saboter le plan de succession devant tous les actionnaires. Pendant ce temps, dans la chambre, Gyuhwa s'effondre sous la jalousie et finit par supplier Haezu qu'il fasse quelque chose pour freiner la douleur. L'homme ne peut plus penser, et son orgueil s'est éteint complètement face à la désespérance biologique. Plus tard dans le bureau, le président exploite de colère et balance les papiers au visage de Jeong-woo. À cause de l'affaire qu'il a causée lors de la soirée, les investisseurs sont fous, cherchant des explications, et l'atmosphère est devenue lourde à cause de la capricieuse de l'héritier. Le vieil homme l'attaque violemment pour lui avoir donné du terrain à Haezu, mais Jeong-woo ressent intérieurement que rien de ce qu'il possède n'est vraiment à lui. La tension familiale explose enfin quand le père lui donne une gifle pour lui rappeler qu'ici, les désobéissances ne sont pas acceptées. Il s'avère que le vieil homme a un lourd secret et Haezu n'est même pas son fils biologique. C'est pour cela qu'il est si obsédé à l'idée que Jeong-woo soit son chef-d'œuvre, même si, au fond, le garçon déteste totalement le rôle qu'on lui impose. Bien qu'il incline actuellement la tête et se laisse humilier, Jeong-woo est en mission de vengeance absolue. Ce qu'il a fait lors de la soirée n'était pas une erreur impulsive, mais le premier pas pour faire payer au père chaque coup et chaque traumatisme qu'il lui a fait subir. Au final, le vieux se fait passer pour un fils repentant, et il l'envoie en voyage d'affaires à Dubaï pour l'éloigner du champ de bataille pendant qu'il fait le bilan des dégâts. Jeong-woo accepte avec un sourire faux, savoir qu'il a déjà réussi à déstabiliser la famille et que cela n'est que le début de son plan. Comme tu peux le voir, Jeong-woo ne faisait que jouer un rôle à peine s'éloigne-t-il, qu'il retire sa masque, car lui faire la comédie depuis longtemps l'épuise. Avec le plateau prêt, il vise maintenant son frère, préparant un cadeau qui a tout l'air d'être un piège. Zut, tout a foiré à la soirée. Et cette famille est une bombe à retardement. Alors que le frère prépare un cadeau qui est une énorme embûche, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour que l'algorithme nous traite comme des héritiers. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de la vengeance et commentez quel autre manhwa vous voulez que je raconte. À bientôt, les pros. Gyuhwa s'éveille et panique totalement en se retrouvant au lit avec Haezu. Son corps est couvert de marques et il n'a pas besoin de beaucoup de mémoire pour comprendre qu'une chose très lourde s'est produite entre eux. Haezu se lève comme si de rien n'était et lui dit qu'il a dû l'aider à traverser son excitation la nuit précédente. Gyuhwa entre dans une négation absolue, mais le souvenir de ce qu'il a ressenti l'expose complètement. Haezu en profite pour se moquer et lui rappelle qu'hier soir, il suppliait pour de l'aide, de la manière la plus tendre possible. Elle l'encercle physiquement pour qu'il ne puisse pas fuir la réalité. C'est maintenant Haezu qui tient la situation en main. Gyuhwa tente de rejeter la faute sur l'alcool pour préserver un peu de dignité, mais Haezu coupe court rapidement. Elle lui lance en pleine figure que sa véritable crise n'est pas l'alcool, mais le fait qu'il n'ait toujours pas accepté sa nouvelle nature d'Oméga. Gyuhwa entre en une négation totale en hurlant qu'il est un alpha. Mais Haezu le ramène à la réalité en lui rappelant que ce qu'il a vécu la nuit dernière était un rut pur et dur d'Oméga. Le voir si brisé, tremblant, donne la mesure de l'effondrement de son identité en seulement quelques heures. Pour clore le sujet, Haezu reprend les rênes et décide qu'ils iront à l'hôpital pour un diagnostic officiel. C'est le moment où la dispute s'arrête, pour que les deux affrontent la réalité avec des preuves médicales. Dans la salle d'attente, Haezu essaie de calmer la panique de Gyuhwa en lui assurant que rien ne changera entre eux, peu importe le résultat.
Presque une déclaration sur ses véritables motivations s'échappe, mais l'infirmière coupe court au moment précis où la situation devenait trop sentimentale. Le verdict du médecin est sans appel, les examens confirment que Gyu-hwa est un oméga. Il entre en choc, incapable de digérer qu'après avoir été un alpha depuis l'âge de 10 ans, sa nature a changé du jour au lendemain. Le docteur lui explique que c'était une erreur de diagnostic dès le départ, mais Gyu-hwa n'arrive pas à le digérer. Il jure qu'il sentait déjà des phéromones auparavant. Malheureusement pour lui, le médecin confirme que ces symptômes étaient bien présents auparavant. En somme, son corps lui envoyait déjà des signaux d'alerte et il les avait complètement ignorés. Pendant que Gyu-hwa s'effondre en se remémorant combien il a négligé sa santé au travail, le médecin lui prescrit des suppressifs, ce qui acheva de le briser. Sentir que son corps dépend désormais de médicaments pour fonctionner le pousse à préférer la mort plutôt que d'accepter sa nouvelle réalité en tant qu'oméga. Mais le pire arrive enfin, le médecin lâche que Hae-su est sa compagne destinée. Et la situation devient super gênante. Voir le géant d'Hae-su tout rougissant et nerveux ne fait que confirmer que Gyu-hwa n'a plus aucune échappatoire face à ce chaos biologique. Gyu-hwa tente de fuir de l'hôpital et de ses problèmes, mais Hae-su le rattrape aussitôt, car il n'a pas l'intention de le laisser s'enfuir aussi facilement. L'alpha utilise l'excuse qu'ils sont destinés l'un à l'autre pour le suivre, et le dit avec une tendresse si sincère que cela devient extrêmement gênant dans la situation. Gyu-hwa n'achète pas du tout le discours romantique, il le fixe droit dans les yeux et lui fait clairement comprendre qu'il n'a aucun intérêt à être attaché à lui, peu importe ce que dit la biologie. Devant cela, Hae-su passe en mode sentimental et lui demande avec une tête de chien mouillé ce qu'il a fait de mal, tentant de l'attendrir par manipulation émotionnelle. Il s'avère qu'ils avaient déjà une histoire et Hae-su l'avait cherché pendant des années, mais Gyu-hwa reste froid, car il sait que rien de ce passé ne peut réparer le chaos de son présent. Hae-su feint le froid en disant qu'il ne dépense plus d'émotions en bêtises, mais Gyu-hwa n'a pas la patience pour ces mystères et exige qu'il parle clairement enfin. Juste à ce moment-là, il reçoit le coup de grâce, une notification de dette étudiante qui le met sur la liste noire financière et lui rappelle que sa vie est un vrai chaos. Gyu-hwa tente de cacher sa misère et se dégage brusquement pour aller travailler, mais Hae-su devient sentimental en disant qu'il n'est plus le même garçon qu'avant. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Gyu-hwa se retourne et lui crie que si aujourd'hui tout est un désastre, c'est justement à cause de lui, laissant l'alpha totalement abasourdi. Gyu-hwa met fin au drame à sa racine avec une vérité douloureuse: si sa famille a tout perdu et a dû fuir, c'est à cause du père de Hae-su. L'alpha reste totalement choqué en réalisant que, pour l'homme qu'il cherchait tant, il est littéralement le fils de l'ennemi. Juste au moment où Gyu-hwa s'en va, Hae-su lance sa propre bombe pour essayer de le retenir. Le président n'est pas son père biologique. Cette confession change tout, car elle brise le seul lien qui les séparait par haine familiale, laissant Gyu-hwa totalement décontenancé. Pendant ce temps, le président Ji-beom est extrêmement stressé parce que Hae-su ne répond pas à son téléphone et, dans un geste mal placé, demande à Jeong-woo d'aller le chercher. Jeong-woo accepte avec un sourire qui crie la trahison, confirmant qu'il est prêt à profiter de la disparition de son frère et à exécuter son plan. Gyu-hwa reste sous le choc, en train de digérer le fait que l'homme qu'il détestait tant n'a en réalité pas le sang du président. Hae-su lui confirme qu'il a appris la vérité à peine son départ, brisant ainsi toute logique de la haine qui les séparait. Pour ne pas faire une scène dans la rue, Hae-su le convainc d'aller chez lui pour parler calmement. Gyu-hwa accepte, mais uniquement parce qu'il est déterminé à clore définitivement cette histoire afin qu'on ne le harcèle plus. Dans la voiture, la tension est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau, jusqu'à ce que le sujet de l'université soit abordé. Gyu-hwa mentionne qu'il étudie à l'université Hankook. Hae-su lui dit que Jeong-woo y était aussi, une coïncidence qui donne à la conversation une ambiance très lourde. Gyu-hwa reste figé, car il n'avait jamais croisé son frère biologique sur le campus, mais Hae-su l'excuse en disant que le gamin devait sûrement travailler avec son père. Mais Hae-su se justifie en disant que le garçon était sûrement en train de travailler avec son père. La situation devient encore plus troublante quand Hae-su demande comment va Jeong-woo, en mettant bien en évidence que Gyu-hwa est au cœur d'une querelle familiale dont elle n'a aucune idée. À peine arrivée, Hae-su lance la version « Je viens de rencontrer un imprévu urgent » et laisse Gyu-hwa planté devant l'entrée de son immeuble. Il lui passe le code d'accès et l'envoie s'installer.
laissant le malheureux garçon brûler de frustration à cause de ce mauvais timing. Gyuhwa envisage sérieusement de s'enfuir, mais se retient à l'idée que Aesu le retrouverait en 2 secondes. Il décide que la meilleure solution est d'entrer, de lâcher les infos nécessaires et de disparaître à tout jamais de sa vie, ignorant complètement le drame d'être une paire destinée. On découvre ici pourquoi il est si nerveux. Il s'avère que Jeongwoo était son premier coup de cœur d'enfance. Il avoue que croiser Aesu dans l'hôtel a été un soulagement, parce que rencontrer son ancien amour alors que sa vie est un véritable désastre lui aurait donné une vibe insupportable. Mais le destin a un mauvais sens de l'humour, et en entrant dans l'appartement, Gyuhwa se heurte face à face à Jeongwoo lui-même. L'homme le fixe avec une froideur absolue et lui demande s'ils se connaissent, le plongeant ainsi dans le moment le plus gênant et le plus dangereux de sa vie. Gyuhwa essaie de faire l'indifférent pour s'échapper, mais Jeongwoo n'est pas stupide et l'arrête net, car en réalité, il l'a coincé. L'atmosphère est lourde et il a l'impression que la nuit tombe soudainement, mais soudainement, le gamin change complètement. Jeongwoo passe de la froideur à un énorme câlin, agissant comme s'ils étaient de vieux amis depuis toujours. Gyuhwa ne comprend rien, le gamin réservé qu'il connaissait est maintenant un type immense, rayonnant, avec une aura trop décontractée qui le mettrait mal à l'aise. Entre des questions gênantes sur ce qu'il fait là et pourquoi il connaît Aesu, Jeongwoo parvient à le convaincre d'attendre à l'intérieur de l'appartement. Gyuhwa essaie de trouver des excuses pour partir, mais finit par céder et entre avec lui, manquant ainsi sa seule chance de s'échapper de cette situation si étrange. La tension monte en flèche quand Jeongwoo remarque que Gyuhwa connaît même le code de la porte. Mais le véritable problème arrive en fin de compte. L'homme s'approche et lui demande ce que c'est que cette odeur qui émane de lui, réalisant que Gyuhwa ne sent plus du tout comme l'alpha qu'il était. Jeongwoo ne lâche pas le verre et l'encercle contre le mur pour lui poser l'évidence. Pourquoi sent-il maintenant comme un oméga? Gyuhwa tente de feindre en disant qu'il est un alpha, mais son air paniqué trahit complètement la vérité et la tension devient insoutenable. L'homme est bien trop observateur. Il avait déjà remarqué les pilules et précise qu'aucun suppressif ne peut cacher son odeur en ce moment. Sans autre explication, Gyuhwa éclate et avoue qu'il vient seulement de l'apprendre aujourd'hui à l'hôpital et qu'il ne comprend pas non plus ce qui se passe avec son corps. L'atmosphère devient encore plus lourde quand Gyuhwa mentionne qu'il se sent étrange depuis qu'il a vu Aesu, ce qui déclenche immédiatement l'alarme chez Jeongwoo. Gyuhwa tente d'interrompre l'interrogatoire et d'entrer dans l'appartement pour s'échapper, mais il se jette directement dans la gueule du loup. Jeongwoo lâche la bombe finale et il lui demande si Aesu était celle qui l'a aidé de son zèle, mettant clairement en évidence qu'il sait tout. Gyuhwa reste figé en comprenant que la marque sur son cou est la preuve définitive que, pour le reste du monde, il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Jeongwoo se lastienta de toutes les tours et traîne Gyuhwa dans la salle de bain pour qu'il cesse de feindre l'ignorance. C'est un geste de pouvoir total, il l'oblige de force tandis que le malheureux Gyuhwa ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Il l'installe devant le miroir et lui lance la vérité crue. Il a marché dans la rue, avec la marque d'Aesu visible de tous. Gyuhwa panique et devient écarlate de honte en voyant la preuve physique de son rendez-vous sur son propre cou. Jeongwoo passe en mode possessif et lui propose d'effacer la marque d'Aesu, mais avant que Gyuhwa réagisse, il se jette pour le mordre. Un mouvement extrêmement envahissant pour réclamer un territoire juste au-dessus de celui laissé par l'autre alpha, laissant Gyuhwa complètement abasourdi. Gyuhwa s'arrête net, totalement indigné, mais Jeongwoo profite de l'occasion pour lâcher sa jalousie et lui demander s'ils sont ensemble. On sent qu'il est furieux et qu'il veut savoir pourquoi Aesu a le droit de le marquer et pas lui. Tandis que Gyuhwa s'excuse en disant qu'elle n'était même pas consciente au moment où cela s'est produit. Jeongwoo profite trop du chaos qu'il a provoqué et n'a pas l'intention de lâcher sa proie. Gyuhwa peine à respirer sous la pression des phéromones et il est évident que son corps d'oméga encore réveillé ne supporte pas le rythme de ce combat. L'homme est complètement hors de lui et lui lance qu'à présent, il a aussi le droit de le marquer comme il l'entend. Gyuhwa tente de l'arrêter en lui rappelant son passé, mais à Jeongwoo cela importe peu et il va jusqu'à l'embrasser la main avec une insolence évidente pour montrer qu'il a un contrôle absolu sur la situation. Pendant ce temps, la scène change et nous voyons Aesu arriver dans l'entreprise pour affronter le président après sa disparition. JBOM le reçoit de mauvaise grâce
le réprimandant pour avoir manqué le banquet et pour avoir ignoré tous ses appels à un moment aussi critique. Mais voici le tournant qui tout change. L'ancien lui avoue que Jong-woo s'est officiellement porté candidat pour succéder à sa place. Hye-su reste figé, comprenant que la guerre pour le pouvoir vient juste de commencer et que son frère n'a nullement l'intention de lui épargner. Ji-beom a déjà tout clarifié et Hye-su ne sera qu'une marionnette pour apaiser les actionnaires, tandis qu'il feint de concourir pour le poste. Malgré la colère qui bouillonne en lui, il n'a d'autre choix que d'avaler son orgueil et accepter le rôle de subordonné. Le vieil homme relance la mise et l'envoie gérer l'affaire de sa propre mère, comme s'il était un débutant pour qu'il apprenne sa place. Quand Hye-su tente de protester, Ji-beom le tacle d'un seul cri, en lui faisant clairement comprendre qu'il n'aura rien s'il ne fait pas ce qu'il dit. Mais la véritable bombe tombe quand Hye-su s'en va. Son père lui avoue que, comme il n'avait pas répondu au téléphone, il avait envoyé Jeong-woo directement chez lui. La panique est immédiate, car il sait qu'il a laissé Gyu-hwa seul et part en courant pour empêcher son frère de faire une catastrophe. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Jong-woo tient Gyu-hwa coincé et n'a pas l'intention de le laisser partir. Gyu-hwa essaie de minimiser ce qui s'est passé en disant que ce n'était qu'un accident causé par de la jalousie, mais Jeong-woo devient tendu et exige de savoir pourquoi il le traite comme un inconnu, après tout ce qu'ils ont vécu. Hye-su se précipite dans la salle de bain et faillit s'étouffer avec l'odeur de phéromones que Jeong-woo a libérée pour marquer son territoire. Il n'hésite pas un instant et l'affronte directement, car il sait que Gyu-hwa est au bord de l'épuisement et incapable de se défendre seul. Jong-woo feint l'ignorance avec un sourire cynique, mais Hye-su le bloque net en lui rappelant que Gyu-hwa a besoin de stabilité, pas de ses jeux mentaux. On sent que la patience d'Hye-su est à zéro, et il est à deux doigts de lui décocher un coup. Quand Jeong-woo demande avec toute la méchanceté du monde si Hye-su se croit le gardien de l'autre, Gyu-hwa se sent face à la bataille et menace de partir. Elle met un terme brutal à tout cela, car elle ne peut plus supporter l'atmosphère toxique qu'ils ont créée en un instant. Pour empêcher Gyu-hwa de s'échapper, Hye-su panique et lâche la bombe. Elle avoue devant son rival qu'ils sont un couple destiné. Un timing catastrophique, car maintenant Jeong-woo possède exactement les informations dont il avait besoin pour leur rendre la vie infernale. Chapter VX Murder XX.NG. Quel final aussi chaud! La bombe des âmes sœurs a été lâchée au pire moment. Si le protagoniste a utilisé ses phéromones pour marquer son territoire, vous, appuyez sur le bouton j'aime pour marquer clairement votre présence sur la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette guerre et commentez quel autre manhwa vous voulez que je raconte ensuite. C'est devenu bon, à bientôt.